Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau débat des contrepoints de la santé avec Pascal Morel et Renaud Degas. Aujourd'hui, le thème de notre discussion, de notre débat, c'est l'exercice partagé est-il possible en France? Avec Marguerite Cazeneuve, Franck de Vulder et Philippe Besset. Marguerite Cazeneuve, vous êtes directrice déléguée de la CNAM depuis mars 2021. Vous êtes diplômée d'HEC, vous avez été dans différents cabinets ministériels, conseillère à l'Élysée, puis à Matignon, toujours dans le domaine des affaires sociales. Vous connaissez bien les rouages de l'État. Philippe Besset, vous êtes président des libéraux de santé et de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Vous êtes pharmacien d'officine à Limoux, dans l'Aude, c'est bien loin, et on vous remercie d'être venu. Franck de Vulder, président de la Confédération des syndicats médicaux français, vous êtes gastro-entérologue à Reims. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. L'exercice partagé est-il possible en France? Cette question nous paraît importante car c'est l'exemple même du sujet qui paraît consensuel et qui a un mal fou à se concrétiser. En effet, l'enjeu majeur du système de santé, c'est surtout en période de pénurie de soignants, comme c'est le cas en ce moment, et ça va continuer pendant au moins une dizaine d'années. L'enjeu majeur, c'est de renforcer la coordination entre les soignants, la coopération, pour mieux prendre en charge les maladies chroniques et les polypathologies qui progressent au rythme du papy-boom et aussi pour mieux prendre en charge la prévention. Nous nous consacrerons aujourd'hui à l'exercice libéral. Tout le monde donc semble d'accord, ou presque, mais la réalité est moins enthousiasmante. Le ministre de la Santé et de la Prévention, dans sa lettre de cadrage la semaine dernière au directeur général de l'UNCAM, dans le cadre de négociations conventionnelles, insistait une nouvelle fois sur le développement des soins coordonnés. Les patients eux-mêmes, via France Assos Santé, appellent à une restructuration de l'offre de soins, exercice coordonné des soins, permanence des soins, parcours de soins, qualité des soins avec le partage des informations médicales et l'alimentation de mon espace santé. Et les Français aussi, 6 Français sur 10 considèrent que la coordination entre les soignants n'est pas efficace selon le sondage BVA réalisé pour les contrepoints de la santé que nous détaillera tout à l'heure Renaud Degas. Concrètement, donc, la question qu'on se pose, comment faire pour avancer plus franchement en ce domaine où les freins paraissent plus forts que la volonté affichée des acteurs? Cette émission est enregistrée mardi 24 octobre à la Villa M. Merci à nos partenaires BVA, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Pascal, première question. Merci Philippe. Pour écouter cette courte intervention de Philippe, introduction de Philippe, on pourrait se demander effectivement à l'écouter et à l'entendre, est-ce que ce système, notre système de santé, est-il vraiment managé? Puisque ces coopérations, ces contacts professionnels entre les uns et les autres, théoriquement, dans une grande institution ou dans une grande organisation, devraient être beaucoup plus fluides, visiblement, qu'il ne l'est. Je reprends ce que dit la Cour des comptes. Philippe a raison, ce n'est pas uniquement, l'a-t-il dit, sur la médecine libérale. Je crois que la Cour des comptes, le 12 octobre, c'est-à-dire vraiment il y a quelques jours, parle sur l'ensemble du secteur de la santé de concurrence anarchique plus que de complémentarité, notamment avec la nécessité de répartir les fardeaux, et notamment y citer la permanence des soins. Alors, y a-t-il, selon vous, un consensus partagé sur l'intérêt de travailler ensemble et finalement, pourquoi ça ne marche pas? Ça pourrait être pour nous mettre en jambe ce matin, ici à la Villa M. Ma première question, peut-être Marguerite Cazeneuve. Alors, je vais avoir une première réponse qui est optimiste. La première chose, c'est que je pense qu'il y a effectivement un consensus sur le fait de travailler ensemble. Ça paraît évident parce que les professionnels de santé savent quelles sont leurs compétences, savent quelles sont les compétences de leurs confrères. Et donc, on voit bien que le fait de travailler ensemble, par définition, ça apporte de la valeur aux patients. Et par ailleurs, optimiste aussi sur l'état des lieux, puisque de fait... l'exercice coordonné, le travail entre les professionnels, ça existe. Et heureusement, on n'a pas attendu que l'État, les LFSS, etc., écrivent des grandes lignes sur l'exercice coordonné. Je pense que l'État, l'assurance maladie, ont permis, en lien avec les syndicats, de
de construire et d'accélérer ces formations, mais des professionnels qui travaillent ensemble. Heureusement, ça existe depuis très longtemps. Et aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres sur ce qu'on appelle l'exercice coordonné, c'est-à-dire le nombre de maisons de santé pluriprofessionnelles, le nombre de centres de santé, le nombre de CPTS, etc., ça va très vite et ça augmente de manière, pour moi, satisfaisante. C'est-à-dire qu'on est sur un rythme qui est encourageant. On n'a pas encore la totalité, évidemment, des professionnels de santé libéraux qui sont engagés dans ce type d'exercice, mais il devient progressivement majoritaire. Oui, sur le plan individuel, on ne conteste pas contre un médecin et une infirmière ou un médecin, un pharmacien. Des relations personnelles peuvent exister. Mais enfin, on a quand même plutôt le sentiment qu'il y a quand même beaucoup d'agressivité entre les uns et les autres, surtout quand, j'aurais tendance à dire, mais je vais demander à Philippe Bessé de commencer, surtout quand peut-être les pouvoirs publics s'en mêlent. Je ne sais pas. Je suis assez optimiste sur le terrain, mais par contre, je reviens sur un mot de Marguerite, sur le fait qu'on sache qu'est-ce que font les uns et les autres. Je ne crois pas, en fait. Je ne crois pas que les professionnels savent exactement ce que font leurs confrères. Moi, je le vois, dans le libéraux de santé, la première chose qu'on a appris à faire, c'est à connaître nos métiers. C'est terrible ce que vous dites. Bah, on n'est pas censé tout savoir dans la vie non plus. Hein. On pourrait savoir ce que font les autres professionnels de santé. En l'occurrence, ce n'est pas tellement le cas. Et effectivement, il y a en même temps cette notion de sémantique que je voudrais craquer avant le début du propos, parce que c'est quelque chose que Franck aime bien sur le mot de compétence. Compétence, il y en a deux sortes. Hein. Compétence, c'est soit une connaissance approfondie, donc un savoir, voilà, ou bien c'est une habilitation légale. Ça a deux sens. Et souvent, pour avoir cette habilitation légale, il faut avoir la connaissance approfondie, sinon on ne peut pas l'exercer. Et la question de ce mot de compétence est au cœur des problématiques depuis toujours. Donc nous, quand on discute entre présidents de syndicats, c'est une agora qui est assez intéressante, ce qu'on a constitué il y a 2 ans, on a appris pas mal de choses. Et je pense qu'on arrive à construire, alors c'est pas toujours facile, hein, parce qu'on est effectivement très challengé à la fois par vous, les observateurs du paysage, par les citoyens, par le politique qui veut aller plus vite probablement que ce que nous pouvons assumer, mais on avance réellement. Voilà, on en parlera dans les temps à venir, mais il n'y a pas de conflit nous, en interne. Quand on discute, on sait quand on ne peut pas aller plus vite, mais on a appris. Et maintenant, on sait, moi je sais quel est le métier de l'orthophoniste, je sais quels sont les métiers de l'infirmière en pratique avancée, qu'est-ce que c'est qu'une infirmière asalée. Je ne le savais pas. Peut-être une question effectivement de formation. On verra Franck de Vulder, première relation premier constat sur ces relations interprofessionnelles, pour commencer. D'abord, c'est notre culture. Quand on fait médecine, on est formé en groupe finalement. On a à la fois une sélection très individuelle, ce qui ne nous pousse pas à travailler avec d'autres, mais après, dès qu'on fait nos premiers stages en tant qu'externe, puis en tant qu'interne, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit des stages dans le secteur libéral, on apprend à travailler avec d'autres. Donc, je rejoins ce que disaient Marguerite et Philippe, ça paraît sur le papier comme étant une évidence. Et pour autant, même si on voit bien que, par exemple, les CPTS, je lisais ce matin dans le train en arrivant que je crois que 75% de la population est aujourd'hui couverte par une CPTS, et qu'il y a d'autres modes de coordination, qu'on les pousse tous. Mais pour autant, on voit bien que ça coince un peu, que c'est pas si facile. Les pharmaciens et les infirmiers, et la polémique tout à fait récente dont tu vas parler en font état, mais c'est pareil chez le médecin. En fait, dès qu'on modifie le périmètre de métier, la première réaction, c'est le repli sur soi et l'inquiétude. Souvent venant de vous d'ailleurs, les médecins. Mais bien sûr. Moi j'ai coutume de dire, et Marguerite et Philippe le savent l'un et l'autre, que pour moi je pense que le premier pas à avoir, je ne vais pas avancer et finalement préfigurer sur les négociations conventionnelles qui commencent dans quelques heures, mais la première place, c'est, me semble-t-il, c'est redéfinir
Quelle est la place de notre médecin de famille, de notre médecin de traitant? Quelle est la place des personnes avec qui il travaille, d'autres spécialités, d'autres professions de santé? Et ça, évidemment, ça nécessite un pas dans la Convention. C'est la raison Alors, pour... oui, justement, Pascal, justement, parce qu'on avance touche par touche, les pharmaciens vaccinent, les infirmiers élargissent leurs compétences, et ça crée des crispations. Alors, vous avez remarqué dans le titre, on n'a pas mis transfert de tâches ni transfert de compétences, mais exercice partagé, ce qui est plus large, qui est peut-être plus intéressant dans le débat. Mais est-ce que vous ne pensez pas, et Marguerite Cazeneuve, ça s'adresse à vous et à vous deux aussi, c'est d'avancer touche par touche comme ça, selon les opportunités qui se présentent, selon une proposition de loi, selon un PLFSS, ça crée des crispations. Est-ce qu'il ne faudrait pas, c'est ce que vous disiez, Franck de Vulder, est-ce qu'il ne faudrait pas redéfinir les contours et les missions de chaque profession globalement? Alors, est-ce qu'il faut... Alors, c'est plus difficile peut-être, mais est-ce qu'il peut-être on peut avancer en parallèle? C'est-à-dire qu'il faut avancer touche par touche et puis avoir une réflexion sur le rôle de chacun en impliquant les rémunérations. Parce que ce que disent les médecins, on nous prend toutes les tâches faciles, on nous laisse les maladies chroniques difficiles et on est toujours à 26,50 € la consultation. Oui. Comment aborder ce sujet, Marguerite Cazeneuve? Je pense que c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, vous parlez d'évolutions un peu sporadiques qui ont eu lieu ces dernières années, mais en réalité, la définition des parcours de soins, le caractère pluriprofessionnel de l'approche du patient, etc., ça a par exemple été défini de manière très claire dans Ma Santé 2022. Donc il y avait bien une stratégie politique qui définissait une vision. Ensuite, elle a mis plusieurs PLFSS, plusieurs conventions à se décliner. Et donc cette vision-là, je pense qu'elle est portée. Je pense qu'ensuite, il y a... Mais même le président de la République disait que Ma Santé 2022, c'était pas abouti, qu'il fallait aller plus vite, plus fort, enfin, en début d'année 2023. Et surtout, pas pour vous couper également, enfin Philippe l'ayant fait, c'est surtout quand il n'y a pas de convention. En fait, heureusement, je vais le dire à tous les professionnels et à tous les patients qui nous écoutent, heureusement qu'on n'attend pas les conventions et les lois pour se faire correctement soigner dans les territoires. Ce que je veux dire, c'est que voilà, je pense qu'il faut qu'on revienne à des choses qui sont un peu pragmatiques. De manière un peu pragmatique, qu'est-ce qu'on cherche à résoudre? On cherche à résoudre un premier problème qui est un patient qui ne trouve pas de professionnel de santé qui peut l'orienter, qui peut l'écouter. On cherche à résoudre le problème du médecin traitant qui est débordé, qui est épuisé et qui en plus doit passer ses journées à essayer de trouver un rendez-vous chez le spécialiste pour son patient et qui n'y arrive pas. On cherche à résoudre le problème du spécialiste qui a lui-même des patients qui doit envoyer dans un établissement de santé et l'établissement de santé ne peut pas l'accueillir. On cherche à résoudre la question des patients qui sont à domicile. Comment vous faites alors? Voilà. Et donc je pense qu'il faut on a des grands termes de coordination, de délégation de tâches, etc. Je pense qu'il faut revenir à des choses très concrètes. Je pense que partout en France, il y a des équipes, des professionnels qui se connaissent, qui travaillent ensemble, qui arrivent à résoudre ces problèmes-là de manière extrêmement concrète au quotidien, sans attendre les grandes lois. Les Français le disent bien, ça marche pas. Donc, en fait, ça marche pas, ça veut pas dire grand-chose. D'accord. Ça ne veut pas dire grand-chose. On le verra après sur l'étude BVA, mais je pense que interroger les Français sur l'exercice coordonné, je veux dire, l'exercice coordonné, c'est pas fait. C'est un truc très B2B, c'est entre professionnels, c'est comment nous, on s'organise. Mais pour le patient, il a besoin qu'on réponde à ses besoins de soins. Donc pour répondre à ses besoins de soins, c'est sûr que le patient, aujourd'hui, il a plus de difficultés qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans à être correctement pris en charge. Pourquoi? Parce qu'il y a une raréfaction de l'offre médicale, on le sait tous, et donc ce contexte, j'allais dire, qui s'impose à nous... Et une augmentation des besoins. Il nécessite, et une augmentation des besoins absolument, il nécessite qu'on trouve des solutions, et objectivement, on voit bien que, enfin, quand même sur les 5 dernières années, et notamment post-crise Covid, il y a énormément de choses qui ont bougé. Il y a plein de choses qu'on fait aujourd'hui qu'on n'aurait pas été capable de faire il y a quelques années. À l'assurance maladie, est-ce que vous avez envie de développer une vision globale du métier de soignant? Parce que les conventions, c'est soignant par soignant, donc ça ne va pas favoriser la convention non plus, même s'il y a des éléments pour favoriser. Mais on voit bien que c'est très cloisonné, très, très en silo. Est-ce que vous êtes pour ou contre, et comment faire surtout, pour avoir une approche plus globale, que ce ne soit pas à chaque fois un drame quand les pharmaciens avec un TROD vont prescrire un traitement dans la cystite ou l'angine? Moi, je reprends quand même ma phrase. La Cour des comptes a quand même dit... C'est pour l'hôpital. D'une manière générale, elle dit qu'il y a un management anarchique. Oui, alors notamment sur la permanence des soins. La Cour des comptes a toujours une vision très utile de ce qu'on fait, mais elle trouve anarchique absolument tout ce que font toutes les politiques publiques et tous les ministères. Donc de ce point de vue-là, on peut se rassurer.
Alors, Quand on se compare. vision Et globale. après, non, mais après, ce qui est sûr, et la Cour des comptes a raison, et c'est la raison aussi pour laquelle on est là aujourd'hui, est-ce que le système de santé fonctionne tel qu'on aimerait qu'il fonctionne? La réponse est non. Et donc, c'est ce que pointe la Cour des comptes, et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on débat. Est-ce qu'il y a une solution toute faite? Non, mais global, est-ce qu'il y a une réflexion, un processus à mettre global pour que ce ne soit pas chaque fois un drame dès qu'il y a une compétence qui est transmise à un Je autre? ne suis pas sûre que ce soit un drame. C'est là où il faut aussi qu'on sorte un tout petit peu du microcosme, entre guillemets, syndicalo-administratif, de Twitter, de machin, etc. Je veux dire, il y a plein d'endroits, mais j'ai rencontré des tonnes de médecins généralistes qui sont hyper contents de pouvoir s'appuyer sur leurs pharmaciens, qui travaillent hyper bien avec les infirmiers de leur territoire, qui vont au domicile de leurs patients. Donc, voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de professionnels qui travaillent ensemble, qui savent travailler ensemble. Et la question pour nous, et c'est là où il faut savoir en fait à quel moment la norme, qu'elle soit législative, réglementaire ou conventionnelle, à quel moment la norme doit interférer pour faciliter et pour encourager sans contraindre de manière excessive. Mais on est là pour accompagner des mouvements qui sont spontanés, je veux dire. Mais comme disait Pascal, il n'y a pas de problème de management. Il ne faut pas améliorer le management des réformes. Mais ça veut dire quoi le management des réformes? Il y a quand même eu un échec sur conventionnel il n'y a pas longtemps. On a l'impression. Non, mais faire travailler plus travailler ensemble les professionnels de santé. Oui. Vous posez plein de questions différentes. Si la convention médicale, pourquoi la convention médicale a échoué? C'est parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et je veux dire, c'est sain. Parfois, dans la vie, on ne se met pas d'accord. Et donc, pour signer, il faut qu'on ait une zone d'accord. Il n'y avait pas de zone d'accord. Et très bien. Je veux dire, on a pris acte. Nous, on avait un mandat qui ne nous permettait pas d'aller au-delà, et pas que financier, un mandat aussi des patients, etc. Et puis, c'est la même chose, j'imagine, pour les syndicats représentatifs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le mandat d'aller plus. Bon. On n'a pas réussi à se mettre d'accord, mais entre le règlement arbitral et là, la négociation qu'on rouvre, on a signé avec tous les autres professionnels de santé. Vous avez signé avec énormément de professions, tous les professionnels de santé. Libéraux. Et donc, pour moi, c'est pas la machine conventionnelle qui est cassée, c'est juste qu'à un moment donné, vous avez un contexte qui fait que c'est plus compliqué. Mais pour partager l'exercice, pour que les professionnels de santé et les soignants travaillent plus ensemble, qu'est-ce qu'il faut améliorer? C'est ça la question. Alors, répondez, puis après, Philippe Besset. Alors, déjà, il y a des structures, je veux dire, les maisons de santé pluriprofessionnelles, par exemple, je prends cet exemple-là. 2500. Je veux dire, c'est un exercice qui est extrêmement attractif pour les jeunes, dans lesquels grâce auxquels on peut faire des vrais parcours intégrés. C'est facile pour un établissement de santé de pouvoir s'adresser à la maison de santé pluriprofessionnelle. On voit bien que c'est un type d'exercice où on peut travailler ensemble, qui est en plus physiquement identifiable par un patient. Et donc cet exercice de fait, il s'accélère. Et donc des maisons de santé pluriprofessionnelles, il y en a de plus en plus. Et je pense que là où nous, on a une responsabilité, entre guillemets, pouvoir public, c'est de faire en sorte que monter une MSP, ce ne soit pas la croix et la bannière, et que ce ne soit pas un projet administratif de 3 ans qui fait que ça dissuade plein de bonnes volontés. Et il faut aussi que les jeunes, notamment les jeunes médecins, quand ils sortent de leurs études, ils puissent très vite se fixer dans les MSP. Et quand ils ont 2-3 copains avec qui ils ont envie d'exercer, que en fait, cette transition-là, elle soit facile, plutôt que de faire des remplacements pendant 10 ans, un peu aérés, sans savoir très bien où exercer. Et donc ça, c'est ça qu'il faut qu'on arrive, nous, à attraper. Le nœud, c'est la MSP. D'ailleurs, il y a une étude de l'adresse qui le dit. C'est dans les MSP que la coordination des soins et la relation avec les infirmiers et les pharmaciens aussi se fait le plus. Philippe Besset, comment accélérer cet exercice partagé? En fait, c'est les gens qui nous font accélérer. En fait, ce qui change radicalement dans ces années 2020 par rapport à l'exercice qu'on a connu en début de mon exercice, c'était il y a 30 ans déjà, c'est la connaissance des gens. En fait, c'est eux qui peut-être par Internet, peut-être par la plus grande connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes, font bouger les parcours et font bouger les exercices en s'adressant à divers professionnels au lieu de s'adresser comme ils le faisaient auparavant à leur médecin de famille en priorité. C'est ça qui fait bouger les lignes, en réalité. Et oui, mais ça ne bouge pas assez vite, parce que les patients, ils aimeraient avoir un peu plus de coordination, d'accès aux soins. Quand même. Non, alors c'est deux choses. La coordination et l'accès aux soins sont deux choses différentes. Ils aimeraient effectivement avoir un accès aux soins tel qu'ils le souhaitent, et en fait, il faut avoir une coordination pour eux, pas contre eux, mais avec eux, parce qu'ils seront mieux soignés ainsi. Dans le partage, ainsi, il y a deux façons de concevoir le partage. Il y a le partage, c'est-à-dire qu'en fait, les professionnels font la même chose sur le même acte. Ça, c'est la prévention. Ça, c'est réellement, dans les parcours de prévention, on a des professionnels qui font le même acte
et les patients s'adressent aux professionnels qu'ils souhaitent pour avoir le même acte, voire on fait de l'aller vers, c'est-à-dire que les professionnels sont incités à aller vers les gens pour leur proposer un parcours de prévention. Nous, on a une vision plus complémentaire et moins concurrentielle. Ça, c'est la prévention. Alors ensuite, effectivement, il y a des choses qui sont des évidences. Je reviens parce que c'est l'actualité sur cette affaire de vaccination. La place du pharmacien est évidemment dans son officine. Il est évident que... Vous dites ça parce que il y a un pharmacien qui dit on va vacciner à domicile et les infirmiers sont furieux. Parce que j'ai un syndicat minoritaire de pharmaciens qui a mis ce sujet sur la table et que les syndicats d'infirmiers ont réagi visiblement violemment sur X, donc et par communiqué de presse, enfin tout ce dont Marguerite a parlé. Ex-Twitter. Ex-Twitter, voilà. Ne vous méprenez pas. Dont Marguerite a parlé. Effectivement, c'est le microcosme. Donc on voit bien que la situation est tendue. Parce que dès qu'il y a un petit truc de vaccination de domicile, ça part en vrille. Non, mais pour éviter le débat de fond. C'est une évidence. Non, c'est une évidence. En fait, il y a les débats de fond, ils se heurtent à une réalité qui est que le temps médical, le temps homme que nous avons, médecins, pharmaciens, infirmiers, est contraint, qu'il doit être utilisé au meilleur escient possible. Et la meilleure façon d'utiliser un pharmacien, par exemple, c'est à l'intérieur de son officine, parce qu'il a son outil informatique, il a son frigo, il a son espace de confidentialité, il peut être utile, et c'est là qu'il est le plus utile. Et l'infirmier doit être déporté à l'officine. C'est vraiment l'infirmier, c'est le métier du domicile. Donc la prévention. Et ensuite, il y a un deuxième axe qui est de partage, qui est en fait le partage de la prise en charge. C'est-à-dire qui fait quoi à l'intérieur de la prise en charge. C'est notre question. Mais forcément, ça veut dire qu'on fait chacun un bout, potentiellement. Donc là, il y a une problématique de savoir quel bout on fait. Moi, pharmacien, par exemple, je m'occupe de la dispensation du médicament. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est mon rôle dans la vie, c'est-à-dire d'accompagner la prise du médicament, de l'accepter, de la refuser, etc. Le caractère nouveau, c'est que, qui n'existait pas, franchement, il y a 30 ans, c'est que maintenant, les gens viennent me voir en demandant le traitement. C'est-à-dire qu'en fait, le partage de compétences, le partage de tâches, il est entre les médecins et les gens. Pas entre les médecins et les pharmaciens, entre les médecins et les gens. Vous voulez dire. Oui, mais bien sûr, c'est eux qui font leur prescription. Ils font leur autodiagnostic, ils font leur autoprescription. Ils viennent me voir et ils me disent « j'ai ça et je veux ça ». Et alors et ben alors je leur dis, je suis obligé, moi, de faire quelque chose. Je suis obligé de dire non, oui, ou en tout cas d'orienter. Mais dire non, c'est-à-dire lui dire pardon, mais dégage, non, ça me paraît pas. Vous dites gentiment quand même. Ça me paraît pas être la meilleure des choses. Voilà. Et c'est très intéressant parce que moi j'ai lu avec attention, ça a été rejeté par beaucoup de monde, mais j'ai lu avec attention le cadre déontologique qu'avait écrit nos ordres, le Clio, en début de séquence, il y a maintenant 1 an et demi. C'est très intéressant parce que ça part du patient. Et ça part effectivement de ce que fait le patient. Quel est son choix? Et on dit tous qu'il faut lui inculquer dans la tête que la meilleure piste, c'est d'aller voir d'abord son médecin traitant. Et c'est ça qu'on dit. On dit ça, mais s'ils font pas ça. Non, mais le Clio, c'est les ordres de différentes professions qui s'étaient mis d'accord pour justement la coordination. Alors tout le monde était content, le ministre de l'époque était ravi, vous voyez, ça marche, c'est ça. Et puis pouf, c'est arrêté parce qu'il y a eu des bisbilles, des bagarres. Alors justement, Franck de Vulder, est-ce que vous l'avez amorcé un peu? C'est une vision globale. Comment? Alors on voit bien de redéfinir les missions et les missions de chacun, c'est bien, mais comment faire? Et pour être concret, le vrai problème à écouter les uns et les autres, c'est quand même la prescription, le droit de la prescription. Bah, oui, et la coordination quand même. Alors comment aborder ce sujet de mieux partager l'exercice? Restons optimistes et regardons ce qui marche. Et ce qui marche, c'est sur le territoire. Ce qui crispe, et la crispation, finalement, c'est la loi, les projets de loi. C'est ça qui crispe. Parce que chacun va avoir ce repli sur soi en disant mais comment on va donner à une autre profession mon champ de compétences particulier. Oui, on est obligé de passer par la loi au niveau réglementation, responsabilité. Oui et non. Oui et non. La prescription ou la dispensation protocolisée faite en Bretagne dans des pharmacies d'officine, en accord avec les médecins de terrain, c'est fait en accord entre professionnels de santé. Et chacun a trouvé qu'on allait un peu élargir le champ de compétences des uns et des autres. En revanche, quand par la loi, on dit là où il y a besoin et là où il y a parfois moins besoin, on va transférer une compétence. On parlait tout à l'heure de compétence.
le mot transfert de compétences dans chacune de nos professions. Chez les médecins, c'est une ligne de rouge, c'est une ligne rouge évidente, mais dans chacune des professions... Oui, mais on n'arrive à rien, alors, à partir du moment où chacun vous dit c'est une ligne rouge. Mais non, parce que... Les territoires, on peut pas... Au niveau d'un territoire, on ne peut pas faire confiance à chaque territoire. Il y en a qui vont marcher, d'autres pas. Et ça ne va pas résoudre les problèmes globalement. Oui et non. Parce que moi, je crois réellement à l'intelligence collective. Je crois à l'intelligence des gens de terrain, à ces médecins de terrain qui sont complètement débordés en premier recours, mais aussi en deuxième recours. Au premier recours, qui n'a plus ou pas accès dans un délai raisonnable au second recours. Et je pense que ces médecins-là s'organisent et qu'il faut les accompagner dans cette organisation. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. En revanche, la décision prise du haut qui s'appliquerait à tous, faisant fi des différences d'organisation territoriale, on voit bien que ça crée souvent plus d'inquiétude ou de crispation ou de refus que ça ne permet de franchir le pas. Marguerite Cazeneuve, vous qui êtes nationale, la Caisse nationale d'assurance maladie, est-ce que vous concevez une telle organisation où les territoires font comme ils veulent, sans injonction, sans aide, sans accompagnement? Enfin, on se dit que ça risque d'être difficile quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, Marguerite Cazeneuve? En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour permettre à des professionnels du territoire de s'organiser et de trouver des réponses qui sont adaptées. Et donc ça, c'est les protocoles de délégation, c'est les articles 51, etc. On a quand même, là où avant, on avait quand même une vision très jacobine du système de santé qu'il faut qu'on conserve en partie. Je trouve qu'on est maintenant entré dans une phase post-Covid d'ailleurs, où il y a beaucoup d'organisations spontanées qui ont émergé, qui ont réussi à faire des choses, qui ont inventé des choses. On est davantage aujourd'hui dans la prise en compte d'organisations et de spécificités territoriales et donc d'organisations spontanées. Après, pour moi, c'est quand même le rôle du législateur à un moment donné, parce que c'est une injonction démocratique aussi, que de faire bouger les lignes. Et puis, il y a ce que le législateur décide, et ensuite, il y a ce que les partenaires conventionnels, c'est-à-dire l'assurance maladie et les professionnels, peuvent établir comme cadre commun d'accord pour l'exercice des professions. Et pour faire le lien avec ce que vous demandiez tout à l'heure et la question que vous posiez, bien sûr qu'on parle avec chacune des professions, mais on a aussi des discussions qui sont interpro, je veux dire, ça existe. On a une structuration honnêtement, qui est de plus en plus importante, y compris au niveau syndical de l'Interpro. Donc, mais je pense que ça avance par ailleurs. Je veux dire, les cadres, les cénacles de réflexion, les cadres dans lesquels on peut trouver des solutions qui sont communes. Il ne faut rien changer pour vous. Tous les outils sont là, ils se mettent en place progressivement et on avance. Pas besoin d'accélérer, d'essayer de trouver un levier pour tous les trois. Question pour tous les trois. Marguerite Cazeneuve. En fait, bien sûr qu'il y a des tonnes de trucs à changer. Mon point est juste... Un exemple alors. Non, mais il faut qu'on... déjà là, il faut qu'on se remette d'accord avec les médecins. Le ministre l'a dit, on ne peut pas se contenter, se satisfaire d'un règlement arbitral. Les médecins, on a libéraux, on a besoin de se mettre d'accord avec eux et de trouver un cadre commun qui soit un cadre, entre guillemets, consensuel pour les prochaines années. On pourrait vivre sur le règlement arbitral, on a le droit de vivre encore 5 ans dessus. C'est pas notre volonté. Et donc ça, typiquement, il faut qu'on se remette autour de la table et qu'on trouve un accord. Bien sûr qu'on a des choses à aller chercher dans le cadre de cet accord, sur la manière de travailler, sur la manière d'accueillir les patients. On a lancé l'assurance maladie en lien avec le ministère et puis les syndicats, le plan sur les patients ALD sans médecin traitant. Ça, c'est notre priorité aujourd'hui. C'est notre priorité aujourd'hui. Vous avez des patients qui sont diabétiques, qui n'ont pas de médecin traitant, qui n'ont pas accès à une surveillance médicale correcte. Ça, c'est notre priorité. Donc, je ne vais pas vous dire que tout va bien, parce que ça n'est pas la réalité. Et c'est parce que nous avons mis en évidence ce problème qu'on est en train de se bouger collectivement pour essayer d'y répondre. Et chaque année, il y a près de 9000 interventions sur pied diabétique parce que la coordination des soins, la prévention secondaire n'a pas été efficace. Donc, c'est un vrai sujet de tous les jours pour les patients. Exactement. Et cette année, on a beaucoup travaillé dans Chargé Produit sur le diabète. Vous avez un tiers des diabétiques qui sont dépistés, qui sont diagnostiqués diabétiques au stade 3 de la maladie, sur 4. Et donc, on voit bien qu'on a un sujet global dans notre système, mais je ne suis pas sûre que la réponse, ce soit uniquement les guerres de chapelle, les mouvements de périmètre, etc. La question, c'est de savoir comment, globalement, on a des patients qui sont davantage sensibilisés. Je pense que Philippe l'a dit, mais j'y crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que les patients, il y a
voilà, les gens, ils sont pas idiots, quoi. Donc, ils peuvent comprendre un certain nombre de choses. Ils doivent être accompagnés aussi là-dessus. Et puis, il faut qu'on ait sur le territoire des professionnels de santé qui sont capables d'apporter des premiers éléments de réponse. Et un patient qui va pas bien, je veux dire, un pharmacien, quand il reçoit un patient dans son officine, il doit pouvoir l'orienter. Et moi, je pense que ce qui est très dur aujourd'hui pour un patient, c'est de trouver porte close partout. Et donc, il a besoin que le premier professionnel de santé à qui le plus accessible, c'est le pharmacien. Le plus accessible. Pascal voulait rebondir. Oui, je voulais avec Franck. Parce que c'est évoqué par les uns et les autres. Vous rentrez, et on attend, d'où d'ailleurs l'actualité de cette émission que nous faisons, Philippe, Renaud et moi. Mais la convention va commencer, les renégociations de la convention vont commencer dans quelques heures ou dans quelques jours. Vous-même, alors, dans quel état d'esprit êtes-vous? Il y a eu une lettre de cadrage du ministre qui était à la fois, dans une certaine mesure, qui a été beaucoup discutée. Enfin, quel est votre jugement et comment allez-vous, notamment sur l'angle que nous voulons ouvrir aujourd'hui avec vous, sur ces coopérations, comment entrez-vous dans ces négociations conventionnelles? Ce qui caractérise notre état d'esprit, c'est la volonté d'aboutir et le sens de la responsabilité. La CSMF a écrit, Marguerite Cazeneuve le sait très bien, et on en rediscutera dès demain après-midi, un certain nombre de propositions, de projets qu'on partagera, qu'on a déjà commencé à partager, qui sont tournés vers une amélioration de l'accès aux soins de nos concitoyens. La médecine libérale, c'est la porte d'entrée de notre système de santé. Et on le sait tous, et nos concitoyens le savent bien. Quand on est malade, qui va-t-on voir? On va voir son médecin. Le problème, c'est quand on en a un. Parce qu'aujourd'hui, un pourcentage non négligeable de la population peine à en avoir. On pourrait regarder derrière en se disant comment la population française a augmenté de 12% en une vingtaine d'années, quand dans le même temps, le nombre de médecins libéraux, tout au moins, ont diminué de 12% dans la même période à peu près. Mais regardons devant nous. Donc, faisons des propositions pour finalement aller vers un meilleur accès aux soins. Et comment on fait pour aller vers un meilleur accès aux soins? Et la convention médicale est centrale. Et elle est centrale sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Le partage, l'interpro, l'intérêt de chacun, la modification des périmètres des métiers. Eh ben, ça commencera d'abord par une nouvelle définition de la place du médecin libéral, du médecin de famille, mais des autres spécialités médicales. Est-ce que vous allez en discuter pendant les négociations conventionnelles de la place du médecin traitant et des autres professions spécialisées? Est-ce que ça fait partie des négociations conventionnelles? De la responsabilité territoriale, ça fait partie des responsabilités territoriales? Et populationnelles, oui. Et populationnelles. Moi, je pense qu'il y a plusieurs aspects. D'une part, le médecin est un expert de notre santé et de la prise en charge de notre santé. Valorisons l'expertise de ce médecin à hauteur de ce qu'elle doit être, quitte à ce que la fréquence des consultations chez les mêmes patients soit différente et qu'il puisse prendre en charge plus de patients différents. Il y a plusieurs façons d'y arriver, du bassement tarifaire, de l'aspect forfaitaire. Mais ce n'est pas qu'une négociation tarifaire, c'est ça que vous voulez dire. Hein. Bien sûr que non. J'ai vu encore dans la presse ce matin que d'aucuns, on en parlait tout à l'heure en aparté avec Marguerite Cazeneuve, d'aucuns considèrent que la lettre de cadrage du ministre est une lettre qui finalement donne un blanc-seing à des négociations purement tarifaires. Non, c'est une négociation pour finalité d'améliorer l'accès aux soins des Français. Mais pour ça, il faut redéfinir la place. Qu'est-ce qui ferait que ça marche cette fois et pas la fois précédente, selon vous? Déjà, il faut regarder ce qui n'a pas marché la fois précédente, mais je pense que l'analyse, on l'a faite. Ce qui n'a pas marché la fois précédente, c'est, vous parliez de l'engagement populationnel, c'est que finalement, on a proposé aux médecins un contrat d'engagement populationnel qui donnait droit à des tarifs différenciés de consultation. Moi, je pense qu'il faut, dans cette nouvelle négociation, avoir un état d'esprit différent, un état d'esprit qui travaille sur l'attractivité des médecins. Quand on se rend compte qu'aujourd'hui, on a 87 000 médecins généralistes diplômés en France et seulement 44 000 exercent le métier de médecin de famille. Il faut pouvoir attirer les plus jeunes par des conditions, et pas seulement tarifaires, des conditions d'exercice professionnel. Et c'est là où on parle du pluripro, de l'interpro. Juste d'un chiffre. Quand je vois que la patientèle moyenne d'un médecin généraliste en France, le nombre de patients différents qu'il voit, c'est 1100. Je tords tout de suite un peu le coup, je ne veux pas jeter bébé avec l'eau du bain, de l'exercice salarié en médecine de ville, ça existe, parce que la patientèle, le rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie l'a montré, c'est à peu près 3 fois moins. Mais quand on regarde ce qui se passe outre-Rhin, nos confrères généralistes en Allemagne
leur patientèle moyenne, c'est 2500. Quelle est la différence? Parce que moi, je me suis Les assistants médicaux. Eh bien oui, c'est qu'un médecin Et voilà. généraliste Et pourquoi en Allemagne France, ça ne marche pas? La CNAM travaille avec, en moyenne, 3 personnels d'autres Et professions de santé. pourquoi ça ne marche pas en France alors que l'assurance maladie vous tend des bras ouverts pourquoi ça ne marche pas? Les assistants médicaux, parce que c'est un élément fort de la coordination des soins. Je ne sais pas si... Attends, laisse répondre, Franck Lebunet. Deux aspects. Un, on ne paye pas, on ne va pas parler que tarifaire, mais on ne paye pas son expert 25 € ou 26,50 €. Valorisons l'expertise du médecin. Avec un donnant, avec un donnant-donnant. Comment favoriser les assistants médicaux? Mais d'abord, ça arrive. Hein. On sait qu'il y en a de plus en plus. Je dirais les choses avec plus de réserve pour les infirmières en pratique avancée. Non pas que c'est pas utile. Je suis intimement convaincu et j'aspire très fort. Et la CSMF défend très fort cette nouvelle profession qui va aider à la prise en charge. Simplement, il y en a peu ou il y en a pas. C'est juste. Il faut certainement mettre. Mais vous l'avez dit, la clé quand même pour la coordination, l'accès, c'est les assistants médicaux. Donc c'est vrai que ça progresse, on espère en avoir 10 000, je crois, c'est ça, dans quelques années. Pourquoi ça ne va pas plus vite quand même? Parce que est-ce que les médecins ne sont pas un peu frileux? Bon, c'est compliqué, c'est pas simple, parce qu'il faut les salariés. Enfin bon, mais votre point de vue, Marguerite? Déjà, honnêtement, ça augmente vite. On est à 5 500 contrats, on sera à 6 000 à la fin de l'année, donc à l'objectif qu'on s'était fixé. Effectivement, on a un objectif à 2027 à 10 000 contrats d'assistants médicaux. Si vous voulez, le sujet, c'est que, et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est là où les difficultés sont les plus importantes que ça bouge le plus vite. Quand vous prenez Margot Bayard, par exemple, qui est médecin à MG France, elle est dans un territoire où il n'y a plus personne. Je veux dire, elle a une patientèle. Le Tarn. Voilà. Merci. Extrêmement importante. Et elle a réussi à monter une organisation avec des infirmiers, avec des assistants médicaux. C'est juste génial ce qu'elle a fait. Et en fait, si on arrive à reproduire le modèle de Margot Bayard, qui n'est pas un modèle qui a été dicté par le haut, mais qui est un modèle qui a émergé dans un contexte compliqué où vous avez une médecin généraliste qui a pris des initiatives en lien avec les professionnels de son territoire parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas y arriver toute seule et donc a construit une organisation qui marche, qui fonctionne et qui permet aux patients du territoire d'avoir une solution. On voit que ça marche. Donc, il y a ces exemples-là. Je pense que nous, il faut qu'on donne les moyens, et donc c'est les moyens financiers, etc., pour que les médecins s'approprient. Et puis après, il y a une question de culture. On ne change pas des habitudes en un claquement de doigts. Je termine juste. Je vous en prie. Le modèle libéral, c'est un modèle très particulier en France. Je veux dire, dans les autres pays, NHS, etc., ça ne fonctionne pas exactement pareil. Et donc, l'habitude de l'équipe, la constitution de l'équipe, elle existe davantage en ville dans les autres pays. Mais moi, je crois que malgré entre guillemets, cette histoire qui est la nôtre de l'exercice libéral, et avec l'exercice libéral, on va y arriver quand même. On va y arriver quand même, mais c'est sûr que c'est moins facile. C'est moins facile quand vous êtes un médecin seul dans un cabinet de vous entourer de 2 assistants médicaux parce qu'il faut retrouver des locaux, etc. Alors Pascal, il y a un exemple qui peut être un exemple, c'est l'ophtalmologie, par exemple. Ici, je ne pense pas que François Pelaine, qui est là, nous contredira, mais dans les cabinets d'ophtalmologie, il y a eu des protocoles de coopération bien organisés, notamment avec les orthoptistes. Est-ce que ça pourrait être une voie que l'on pourrait généraliser dans la médecine de ville, au-delà d'ailleurs de l'exemple même de l'ophtalmologie? C'est ce que disent les ophtalmologistes, ils disent on peut faire ça pour les autres professions. On ne peut pas dire non plus que ça se soit fait sans souffrance ou sans difficulté, mais enfin, ça donne l'impression de fonctionner. Rien n'est simple. Mais quand on voit la communication récente des ophtalmologistes et du syndicat des ophtalmos qui montre qu'en quelques années, les délais d'attente, on a tous connu, et on connaît encore parfois des délais d'attente importants, mais ont diminué de façon tout à fait significative, de façon très impressionnante, parce que les ophtalmologistes ont été enclins, incités, accompagnés pour travailler avec les orthoptistes, donc d'autres professions de santé, mais étendons ce modèle. Est-ce que c'est vraiment transposable? C'est la question de Pascal. Parce que les ophtalmos, ils avaient des orthoptistes. Est-ce que le gastro-entérologue, il est un orthoptiste? Non, mais le gastroentérologue, le gastroentérologue, il va avoir besoin de travailler avec un assistant médical, avec une infirmière en pratique avancée. Les pharmaciens, ils ont déjà les pharmaciens associés. Oui, les pharmaciens adjoints et les préparateurs en pharmacie. Effectivement, le modèle de la pharmacie est un modèle d'équipe. Le modèle de la pharmacie, il y a 5 professionnels de santé qui travaillent dans une officine. Évidemment. Si on a pu répondre en partie aux demandes des pouvoirs publics et des patients
pendant les épisodes que nous avons connus en 2020 et 2021, c'est parce que nous disposions d'une équipe interne. Il est évident que c'est pas 20 000, il y a 20 000 officines de pharmacie en France, mais il n'y a pas 20 000 personnes, il y a 130 000 professionnels de santé qui travaillent à l'intérieur. Alors, avant de passer la parole à Renaud Degas sur ce que pensent les Français de la coordination des soins, un petit mot quand même sur les CPTS, les fameuses CPTS. On y voit difficilement clair parce que pour certains, c'est formidable. 75% du territoire, ce qui ne veut pas dire 75% ni des professionnels ni de la population qui seraient équipés de CPTS. Rapidement, un tour de table. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment utile? Comment accélérer? Voilà, 4 questions en une. Oui, c'est utile, mais on ne doit pas faire porter au CPTS l'ensemble des maux ou des solutions de la médecine en France. La CPTS, c'est utile. Il fallait avoir un échelon populationnel d'organisation qui permet aux professionnels de se connaître et de se rencontrer, comme j'ai dit au départ, de se connaître et de se rencontrer. Un étage où on peut faire de la formation, où on peut faire de l'attractivité dans le territoire, où on peut débattre avec les élus locaux, où on peut débattre avec le second recours, où on peut proposer un accès aux soins aux gens. Donc en fait... Donc ça marche et il faut amplifier. Moi, je compare assez souvent, mais pas de façon péjorative. La CPTS a un office du tourisme. C'est-à-dire qu'en fait, non mais ça ne fait pas rien un office tourisme sur un territoire. Ça a une fonction précise d'animation, d'organisation, d'attractivité. Ça a une fonction réelle de lien avec les élus, avec l'ensemble du territoire. Donc c'est extrêmement utile. Mais ça ne fait pas le café. Après, c'est les professionnels qui doivent être des effecteurs de soins. C'est pas un organisme de soins, absolument. Voilà. Marguerite Cazeneuve, puis après je suis très très alignée avec la vision de Philippe. Je pense qu'on parle beaucoup de CPTS. Je pense que les gens s'en fichent de CPTS parce qu'en fait, ça n'est pas une organisation qui a vocation à être connue par les patients. Je veux dire, c'est entre guillemets, c'est notre tambouille à nous. Oui, la tambouille, elle marche ou pas là? La tambouille, en tout cas, oui, parce que si vous voulez, c'est quoi une CPTS? C'est juste qu'aujourd'hui, sur un bassin de vie, vous avez un établissement de santé, vous avez des élus locaux, vous avez l'ARS, et puis vous avez des milliers de professionnels de santé libéraux. Ah, ça, c'est pas possible, parce qu'en fait, du coup, la ville, elle a du mal à s'organiser, à avoir une vision globale, etc. Donc, la CPTS, c'est d'abord ça, c'est de se dire, en fait, on met autour de la table des gens qui représentent les différentes professions et qui permettent de partager les données sur les besoins de soins d'un territoire et de trouver des solutions macro pour y répondre. Mais après, c'est pas des effecteurs de soins. Et donc ça, c'est très important. Et donc oui, on va y arriver. Moi, je pense qu'on va réussir à couvrir la totalité du territoire. Et il faut ensuite qu'on fasse attention effectivement à ce qu'on demande au CPTS. Je pense que si la CPTS, on lui demande de faire des tonnes de trucs, en fait, 4 missions principales. Voilà. Et donc, il faut elle doit garder son objet principal, qui est un objet entre guillemets, de représentation, d'organisation des soins, et un objet qui est un objet pour les professionnels. Mais la Marguerite Cazeneuve, vous êtes à la CNAM depuis pas très longtemps, mais on a l'impression que l'assurance maladie, pour les assistants médicaux comme pour les CPTS, elle démarre un peu petit bras, puis après elle rajoute des moyens. Est-ce que les moyens sont suffisants aujourd'hui pour avoir un cadre qui coordonne tout ça dans chaque CPTS? Est-ce qu'il ne faut pas investir plus? Ou est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Honnêtement, je pense que peu de gens vous diront qu'il n'y a pas suffisamment d'argent dans les CPTS. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le schéma inverse où on investit beaucoup et qu'on a des acteurs... Vous avez mis du temps quand même, vous êtes allé en plusieurs étapes. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ça veut dire quoi investir beaucoup? Ça veut dire quoi investir beaucoup? Non, mais si vous voulez, vous avez des organisations qui sont des organisations toutes neuves. Au début, c'est 3, 4, 5 professionnels. Et je veux dire, l'argent que met l'assurance maladie, on met de l'argent avant de voir ce que ça va donner. Donc, on est plutôt dans une logique d'amorçage. C'est-à-dire de faire confiance aux professionnels sur ce qu'ils vont faire, entre guillemets, de cet argent. Donc, je ne crois pas du tout qu'on soit petit bras. Et par ailleurs, par définition, sur les politiques publiques, c'est un schéma qui est obligatoire. Vous êtes obligé de démarrer avec des expérimentations en regardant, etc. Et puis ensuite, on desserre les verrous. Mais voilà, si vous voulez que les autorités publiques, de manière générale, innovent, il faut accepter qu'elle le fasse en 2 temps. La question, alors on voit bien... Attends Pascal, Franck de Bulder sur les CPTS et puis après les Français. Franck de Bulder. Mais pour lui dire, enfin en réalité, la question, c'est aussi vraiment, on va rentrer dans ces négociations, c'est le type de rémunération des médecins.
Pascal Et est est-ce que l'on obnubilé peut par les avoir- négociations, il a raison. Est-ce que l'on peut... Oui, c'est l'actualité, je suis Les journaliste. CPTS, Désolé, non, mais Philippe, je juste- suis non, mais journaliste. c'est les c'est de CPTS, c'est l'actualité aussi, et la convention. Oui, mais en fait, c'est le paiement, la forme de paiement du médecin. Et donc, un glissement peut-être de la rémunération à l'acte vers un forfait qui favoriserait plus les coopérations. Est-ce que vous êtes dans cet Attends, état d'esprit? sur la rémunération, c'est important aussi, c'est un sujet. Alors, sur les CPTS et le forfait, alors. Alors, allons-y. Bien entendu, moi. Et la négo, Bien entendu, allez-y. Marguerite. On va répondre à la question plus facile en premier. Voilà. c'est Il faut toujours mettre quand même- rémunération et C'est CPTS dans ta pire, réponse. CPTS. Pour, Entre pour deux donner journalistes, raison à tout c'est le monde. pire qu'un médecin et un pharmacien. Non, les CPTS, en fait, on s'est trompé ou on se trompe, ou l'image qu'on nous renvoie parfois à tort des CPTS, c'est de mélanger CPTS et effecteurs de soins. Et c'est là où ça coince. Une fois qu'on a défini que finalement la CPTS, c'est une chance pour chacun, dans chaque bassin de vie. Je crois que le président de la République en a identifié 1200 ou 1300, et que dans chaque bassin de vie, on y crée des CPTS qui, comme le disait Philippe tout à l'heure, permet de savoir ce que fait le voisin, parce que moi je ne sais pas exactement ce que fait le pharmacien. Alors ce que fait mon métier à moi, ça reste un mystère pour lui, je le sais bien. Mais je sais. Il faut dire la gastro, c'est Vous compliqué, m'inquiétez beaucoup. Pas d'inquiétude, Marguerite. Oui, vous voyez la coordination. Personne ne l'a dit que la gastro était un trou noir. On n'est pas arrivé. Mais une fois qu'on a défini cette ligne et qu'en fait les CPTS, ça permet à la fois d'être l'interlocuteur des politiques locaux, des organisations sanitaires, de l'hôpital, de l'établissement de santé, des établissements de santé privés ou publics, de l'agence régionale de santé, d'apprendre à connaître les uns les autres, qu'on travaille dans le même territoire et qu'on ne se connaît pas forcément bien et qu'on ne connaît pas les compétences ou les surcompétences des uns et des autres. C'est même vrai entre deux médecins de spécialités différentes. Donc je pense que ça va nous y aider. La convention, un mot pour faire plaisir à Pascal. C'est plus que la convention. La question posée, c'est faut-il faire évoluer les modes de rémunération? Alors, je regarde droit dans les yeux Jean-Marc Aubert, parce qu'il a été à la tête de la task force pour évoquer 5, si je me souviens bien. 4. 4 ou 5 5. De mémoire, 5. Modes de rémunération différents. C'est certain que nous défendons haut et fort que le paiement à l'acte pour un médecin libéral doit rester majoritaire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet l'agilité. C'est ce qui permet de voir le patient de plus, de se lever un peu plus tôt le matin. Mais pour autant, je parlais tout à l'heure de la rémunération forfaitaire. La rémunération forfaitaire qui permet, comme le forfait patient médecin traitant, comme ce que la CSMF propose, qui est un forfait file active, où on va valoriser celles et ceux qui, par leur organisation, par le travail dans l'interpro, vont être en capacité de prendre en charge plus de patients différents, c'est un sujet qu'on souhaite ouvrir. Quant aux autres modes de rémunération, le paiement à la pathologie, le paiement à l'épisode de soins, qui inquiète beaucoup chez les médecins libéraux et salariés de l'hôpital. Je ne pense pas qu'il faille l'inscrire dans le marbre de la loi ou d'une convention médicale en disant ça devient la rémunération obligatoire pour telle ou telle pathologie, mais il y a des expérimentations qui se montrent. On est assez favorable au fait d'élargir ce champ d'expérimentation. Et justement, Franck de Villiers, parce que vous l'avez dit, la rémunération forfaitaire dans toutes les expérimentations qu'on appelle article 51 pour favoriser la coopération entre professionnels de santé, c'est la rémunération forfaitaire. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour que ça se développe gaillardement, ou est-ce qu'on a l'impression que les médecins freinent des cas de fer quand même? Non, pas du tout. Je ne freine pas des cas de fer. Je suis d'accord pour que ça se développe gaillardement, mais que ce soit optionnel. Pourquoi? Parce qu'on parle d'interpro depuis ce matin. Cette rémunération, à la pathologie par exemple, fait intervenir un certain nombre de professionnels de santé, des médecins généralistes, des médecins spécialistes, des pharmaciens, des infirmiers. Oui, mais faut-il avoir autour de soi l'écosystème qui permette et l'organisation qui permette de le mettre en œuvre? Si brutalement on décide que c'est comme ça qu'il faut travailler et que la rémunération elle est comme ça à une date donnée et imposée pour tous, certains n'arriveront jamais. Vous ne voulez pas trop de contraintes, mais sans contraintes parfois. Non, c'est pas une question de ne pas vouloir de contraintes. Je pense qu'il y a ceux qui travaillent en coordination dans l'interpro et qui ont réussi à le faire par leur organisation. Marguerite citait Margot Bayard tout à l'heure, je citerai Luc Duquesnel et plein d'autres dans leur organisation territoriale. Évidemment, quand je discute avec mon copain Luc Duquesnel, qui, comme vous le savez, est président généraliste et en Mayenne et président généraliste dans la maison CSMF, il y est très favorable parce que son organisation actuelle
le pousse à aller vers ça. Marguerite, on a l'impression que vous êtes favorable aussi, mais que vous ne voulez pas trop avancer là-dessus parce que vous savez que les médecins sont réticents. Vous pensez que la rémunération forfaitaire, ça doit faire 30, 40, 50%? Honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question. Il y a un truc dont je suis sûre, malgré mes jeunes années, je pense que le fantasme de tout renverser et de tout réécrire, je pense que c'est un fantasme qui n'a pas d'incompétence avec la réalité. Je pense que c'est pas comme ça. Est-ce que la tendance est là? Je pense que ça n'est pas comme ça que nous fonctionnons. C'est-à-dire, je pense qu'on peut pas en permanence tout réécrire et que le fait de penser qu'on peut tout réécrire fait qu'on pond des rapports sur des rapports sur des rapports de réformes dont on se sort jamais, qu'on arrive. Et c'est vrai sur la santé, mais c'est vrai sur plein d'autres sujets. Ça s'appelle la politique, ça. Ouais, mais c'est la politique, l'administration, c'est un peu nous tous. C'est aussi les think tanks qui disent il faudrait faire ceci, cela, comme si en fait il fallait tout rayer. Il y en a de bons et de mauvais. Il y en a de bons et de mauvais. Il y en a des bons. Il y en a des bons. Tout ça pour dire que en fait on est dans un système où on part jamais d'une page blanche. Et donc il faut arriver à écrire des choses nouvelles sur la base de quelque chose qui existe. Oui, mais la situation est tendue là. C'est très important. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux. Ça veut dire qu'il faut accepter l'approche incrémentale. D'accord. Sur l'approche les Français, Pascal, les Français. On va terminer. Marguerite Cazeneuve, on vous a coupé la parole, excusez-nous. Voilà. Alors, sur la réforme, donc, quand on regarde la réforme du financement dans les établissements de santé, telle qu'elle est en train d'être mise en place, c'est quoi? C'est de dire, finalement, il y a de la tarification à l'acte, il y a du financement sur objectif, et puis il y a du financement sur mission. Mais au fond, en fait, ce triptyque-là, il s'applique, il pourrait très bien s'appliquer en ville. C'est-à-dire à la fois l'acte, ensuite, la partie sur objectif pour permettre de financer finalement tout ce qui ne relève pas de l'acte, parce que le pire pour nous, c'est quand, d'une certaine manière, les professionnels libéraux commencent à nous demander de décompter le temps. Ah bah oui, j'ai passé un coup de fil de 2 minutes, ça coûte tant, je suis allé chercher tel truc. Bon. Et vous demandent ça? Ça, il faut que ce soit des forfaits et que ce soit pris dans des forfaits où on dit, bah voilà, tu es médecin traitant, tu es pharmacien référent, tu es infirmier référent, ça fait partie de ta rémunération. Et puis, il y a des missions spécifiques. Et aujourd'hui, en réalité, on finance déjà certaines missions spécifiques. L'IVG, c'est une mission spécifique pour laquelle on a un financement global qui est établi. Quand on fait des vacations sur la vaccination, en fait, ce sont des missions spécifiques pour lesquelles les professionnels de santé sont financés. Franck de Vulder, avant de passer la parole, je termine juste. Oui, terminez, oui. Et donc, il faut qu'on regarde dans ces missions spécifiques, celles qui ne sont pas encore financées. Je pense que, par exemple, sur les soins palliatifs, aujourd'hui, il y a une mission en cours pour travailler sur ce sujet-là, qui est un sujet à la fois de ville et d'hôpital, de savoir comment est-ce qu'on rémunère les soins palliatifs. Pour moi, c'est une rémunération sous forme de mission. Aujourd'hui, il y a un problème de financement de la recherche en soins primaires. C'est aussi parce qu'on ne s'est pas intéressé à la manière de financer cette mission-là en ville. Donc, voilà, il faut qu'on ait une vision. Pour moi, cette vision, c'est celle-ci, c'est celle qui a été dessinée. Il faut qu'on arrive à construire en miroir en ville ce qui a été fait à l'hôpital, mais en acceptant le fait qu'on ne peut pas dire aux professionnels du jour au lendemain, en fait, on repart à zéro, etc. Donc il faut qu'on avance progressivement et qu'on essaie de déplacer le piquet d'une certaine manière. Ici même, Marie Daudet, directrice générale de l'offre de soins, le mois dernier, nous expliquait justement ces différentes composantes de rémunération à l'hôpital. Franck, très court, parce qu'on va passer la parole après à Renaud Degas sur ce que pensent les Français. Je me réjouis de ce que vient de dire Marguerite, parce que comme on se retrouve demain pour une première séance de négociation, je me reconnais. On le saura, ils nous ont piqué la place en fait. Comme dirait Pascal, c'est au contrepoint de la santé que ça se passe. On t'expliquera après. Oui. Ça peut pas une journée avant les autres. Je suis complètement d'accord. Il faut une rémunération spécifique sur l'acte. Si j'y allais plus loin, je dirais dans une hiérarchisation pour valoriser l'expertise avec moins de fréquence, ainsi de suite. Il faut une rémunération forfaitaire qui englobe un certain nombre de ce que fait qui le médecin de famille, qui le médecin spécialiste et qui finalement valorise celles et ceux qui par leur organisation arrivent à avoir plus de patients différents, même si on est moins nombreux. Et puis, il faut des rémunérations à l'émission spécifiques qui peuvent être larges, qui peuvent englober la permanence des soins, le soin non programmé, la consultation de prévention. Les rendez-vous de prévention, c'est l'affaire de tous, mais la consultation de prévention qui embarque aussi un examen clinique, je pense que c'est réellement l'adage du médecin et je pense que là-dessus, on devrait en discuter dès demain et se retrouver sur un certain nombre de... Marguerite Cazeneuve, vous voyez, on vous a simplifié le travail. Renaud Degas, les Français. Alors, qu'est-ce que pensent les Français sur la coordination et l'exercice partagé? Le petit point mensuel habituel sur l'appréciation de l'action du gouvernement en termes de santé. Malheureusement, depuis que
j'ai pris le petit relais d'Odile sur ce sujet. Je n'annonce que des baisses. Nous sommes aujourd'hui à 24% de satisfaction. On a perdu 12% depuis janvier. Je ne sais pas ce qu'il faut pour inverser la tendance, mais peut-être la première chose, mais ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les Français, quand ils ne trouvent pas de généraliste pour un rendez-vous, ils considèrent que rien ne va. Je pense que ça influe beaucoup. Il y a quand même beaucoup de remontées et ça touche de plus en plus les villes. Et ça ne doit pas être neutre comme sentiment partagé. Sur notre sujet, il y avait une question sur l'efficacité, la coordination et l'organisation entre les professionnels de santé. Alors j'ai bien entendu ce que Marie-Louise Cazeneuve a dit tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ça soit très parlant pour les gens. Peut-être que la seule chose qu'ils regardent, c'est que dans beaucoup de cas, quand ce ne sont pas des patients qui ont des ALD ou des maladies chroniques, ben c'est eux qui font leur coordination, donc ils se disent ça avance pas. Moi je pense que ça explique le résultat qui veut que plus de 58% des Français estiment que c'est pas ça, c'est pas efficace, il n'y a pas de coordination. Voilà. Donc, c'est pas encore rentré dans l'esprit des gens qu'il y ait une réelle coordination entre les professionnels de santé. Sur la question de la délégation de tâches, là, c'est très intéressant. Par contre, je trouve, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à cette, je sais pas si maturité ou folie. Moi aussi. En tout cas, on est sur des taux. Il y avait 5 items proposés. Les 5 sont largement au-dessus de 50% d'avis favorables des Français. Nous avons, les Français sont favorables à une délégation de tâches. Hein, le mot utilisé dans la question, c'est délégation, c'est pas partage. Délégation de tâches sur les prises de tension artérielle, 87% sont favorables. Sur les vaccinations, 82%. Alors là, renouvellement d'ordonnance sur des médicaments, 74% des Français sont favorables à une délégation. Forcément, quand on parle de délégation, c'est du médecin vers le pharmacien et l'infirmier, c'était dans la question. Sur les prescriptions de médicaments en cas de problème de santé courant, on est quand même là aussi à 66%. Et le moins bon score, c'est sur le suivi d'une maladie chronique à 56%. Donc on est quand même sur une maturité de la population, je dirais, assez élevée sur cette question-là. Et enfin, une question qui est un petit peu décalée, mais qui est sur la façon de bien gérer les sous de l'assurance maladie. Là, il y avait 5-6 items. On sent que les Français, là, ils veulent taper dur. Parce que ce sont les items, non pas de coordination, non pas de meilleur partage de l'information entre les professionnels, c'est les fraudes. Alors, ils sont à 47%. Alors, il ne faut pas s'emballer non plus, on est en dessous de 50% à chaque fois. On est à 45% de Français qui placent une meilleure détection des fraudes des usagers en première ou deuxième position. On est à 38% sur les fraudes des professionnels. Donc là, sur la politique des fraudes qui a été annoncée et sur Chargé Produit qui le mettait en avant, je pense que là, vous tapez juste, en tout cas en termes de communication avec le public. Et puis, il y a sûrement un sujet. Et le troisième item, c'est aussi du contrôle, c'est le contrôle des arrêts de travail, à 37%. Viennent ensuite une meilleure coordination, etc. Merci Renaud, merci. Donc c'est intéressant. Réaction, oui. Il nous reste 5 minutes. Ouais, après, je voudrais qu'on aborde, parce que c'est très rapidement, les équipes de soins coordonnés avec le patient. Réaction, petit tour de table. Je vais prendre mon retard de temps de parole sur ce point de la réponse à l'enquête des Français. On voit bien que, je ne vais pas revenir sur le partage au sens de prévention où on fait tous le même acte, mais en fait sur l'accès aux médicaments, puisqu'en fait il y a 2 items qui ont nécessité donc une modification réglementaire, donc une l'an dernier et donc une cette année par rapport à l'accès aux médicaments. Mais du point de vue du pharmacien que je suis, ce n'est pas de la délégation, en fait, c'est une adaptation de notre acte. Et donc de notre acte de dispensation du médicament. De façon très claire, ce n'est pas de la prescription, c'est une adaptation de notre acte de dispensation de médicaments. En gros, que vous compreniez bien, actuellement, il y a 2 types de médicaments, des médicaments de prescription médicale facultative, le Doliprane, la pseudoéphédrine, dont on a beaucoup parlé hier, l'oméprazole. Voilà. Vous délivrez encore de la pseudoéphédrine ? Alors, justement, ça, c'est les médicaments de prescription médicale facultative dans lequel le Code de la santé publique nous dit que nous avons un devoir particulier de conseil pour ces types de médicaments.
Le deuxième type, c'est les médicaments de prescription médicale obligatoire, donc notamment pour les pathologies chroniques ou bien en infectiologie par exemple. Des médicaments passent d'un système à l'autre. On a par exemple la codéine qui était en vente libre de façon très large et qui est passée en prescription médicale obligatoire. On a à l'inverse l'oméprazole pour les maux d'estomac qui est passé de prescription médicale obligatoire à prescription médicale facultative. Nous, on pensait qu'il fallait inventer une catégorie intermédiaire de médicaments qui est éligible, que les Français peuvent se procurer, mais de façon protocolisée. C'est-à-dire avec un arbre décisionnel clair donné par la Haute Autorité de Santé et un retour d'informations obligatoires aux médecins traitants. Par exemple, l'angine et la cystite ? Et la pseudoéphédrine peut-être. En fait, dans les deux catégories de médicaments, que ce soit de PMO ou de PMF, il doit y avoir une protocolisation possible parce qu'en fait, il est trop simple actuellement de donner certains médicaments sans ordonnance et parfois il est trop compliqué de les obtenir sans ordonnance. Donc c'est en fait il faut adapter. Et c'est ça le sens. De l'article de loi de cette année. Et l'article de loi de l'année dernière était sur le renouvellement. Il encadre la possibilité de renouveler les traitements pendant 3 mois supplémentaires. Il va y avoir un cadre qui va être proposé par la Haute Autorité de Santé, quelque chose qu'ensuite on déclinera au niveau conventionnel pour voir comment on le trace, comment on adapte auprès du médecin. Je pense que c'est ce que souhaitent les gens. Mais il ne faut pas... Enfin, le médicament est un... Enfin, moi, je suis gardien des poisons. Donc, le médicament, je ne le donne pas comme ça. On a notre responsabilité Philippe Bessian, on est arrivé au terme de notre émission. Mais c'est important. Donc, un petit mot sur le sondage, quand même. On va déborder de 2-3 minutes. Et puis, sur les équipes... J'aurais une question, quand même, de la salle. Alors, une question de la salle. On va déborder un peu plus de 2-3 minutes. Alors, vas-y, Renaud, alors, tout de suite. Comme ça, vous réagirez ensemble. Il y a une question qui revient, puis il y a des réactions. Depuis plusieurs années, on voit, pour revenir à la coordination, il y a 2 éléments de crispation principaux. Il y en a plein d'autres, mais venant des médecins, dans sa relation aux autres professions, j'aimerais bien que vous réagissiez là-dessus. Il lui est reproché, quel que soit le terme que l'on emploie, coordination, coopération, etc., on reproche aux médecins de vouloir rester le patron. Et ça passe mal auprès des autres qui ont eu une évolution des compétences. Est-ce que le médecin est le patron ? Deuxième question. Et que l'autre crispation que l'on observe, c'est le fait que il se crispe aussi, il veut rester le patron aussi, parce qu'il voit partir de l'activité sans vision vraiment de où il va atterrir en termes d'activité. Est-ce qu'aujourd'hui, les médecins sont prêts de changer de rôle en fait, entre celui qui est à l'arrière et qui joue un petit peu la rétention du changement, à être un leader sur le partage, mais un leader au sens moderne du terme, c'est-à-dire que vous savez que dans toute entreprise, on est passé du vertical à l'horizontal. Et est-ce que passer à l'horizontale, si je puis dire, sur cet aspect de coordination, les médecins, ils sont-ils prêts ? Un despote éclairé. Alors, ça va être pas despote du tout, justement. Ça va être la conclusion, parce qu'on a dépassé notre temps. Alors, justement, on est au cœur de notre sujet. Franck Debutaire, après Marguerite Cazeneuve et après Philippe Bessé. À mes yeux, le médecin, c'est pas le patron, c'est le chef d'orchestre. Et c'est très différent. C'est très différent. Le chef d'orchestre, il fait jouer les solistes. Et il fait jouer le pharmacien, il fait jouer l'infirmier, il fait jouer l'infirmier en pratique avancée, et il fait jouer le kinésithérapeute. Non, mais Franck, il fait jouer, c'est bien, vous restez le patron. Vous bottez en touche, là. Non, pas du tout. Parce que le patron, c'est celui qui a une organisation sur, finalement, les périmètres du métier de l'autre. Je pense que nos périmètres de métier doivent évoluer, mais que le rôle spécifique du médecin, face à un certain nombre de symptômes, c'est d'établir le diagnostic. Oui, mais chef d'orchestre, c'est autre chose que de faire le diagnostic. Oui, chef d'orchestre, c'est celui qui commande l'orchestre, quand même. Non. On ne va pas faire une musicologie. Non, on ne va pas faire une musicologie. Mais je pense que le rôle spécifique du médecin, et on le sait tous, pas quand on a simplement un nez qui coule, mais quand on a une maladie un peu plus sérieuse, franchement, quand on se regarde dans la glace, qui va-t-on voir à ce moment-là ? Quand on a la trouille pour soi-même ou pour ses gamins ? Voilà, ça dépend des pathologies. D'accord. Marguerite Cazeneuve. Et ça sera votre conclusion. Voilà, et en lui rajoutant que j'ai été quand même extrêmement, comme beaucoup, très surpris et peut-être inquiet de la décision des parlementaires de rejeter le PLFSS avant-hier.
Alors, est-ce que Non. ça... Est-ce qu'au moment... Pascal, non, est-ce qu'au non, Vous moment- avez non. 2 minutes pour vous Oui, oui, oui. exprimer sur la Oui, démocratie. oui, absolument. Absolument, parce que je pense que... Non, Conclusion. ma Non, question, Pascal, simple, c'est ma une question heure. extrêmement simple, Non, non, c'est mais- est-ce que vous rentrez dans ces négociations conventionnelles Il revient. dans un état d'esprit qui est quand même extrêmement, et ça on reboucle, La négociation, il est- extrêmement dégradé. Il est un peu monomaniaque aujourd'hui. Conclusion. Conclusion. Margaret Casner. Je pense que ce que l'étude montre, notamment sur l'appréciation du système de santé, je pense qu'il y a eu un pic de confiance au moment du Covid et qu'il y a eu, et c'est normal, une sorte de gueule de bois post-Covid qu'on paie encore. Et donc c'est de ça dont il faut qu'on reparte. Je pense que ce que la crise Covid a montré, c'est que les professionnels pouvaient faire des choses totalement géniales pour les patients, qu'il y avait une confiance dans les institutions, dans l'assurance maladie, etc. Et donc il faut qu'on capitalise sur cette confiance en essayant de reproduire ce qui a correctement marché. Et donc c'est notamment la confiance aux organisations de terrain. Donc ça, je pense que c'est un point très important. La deuxième chose, moi je ne sais pas qui est patron, pas patron, honnêtement, ce n'est pas le sujet. Je vais juste prendre l'exemple de la cystite parce que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. Je veux dire, pour des femmes, c'est-à-dire la moitié de la population, je vous le dis, le sujet ne fait pas sujet. Je veux dire, quand vous allez dans une pharmacie parce que vous avez des douleurs mictionnelles et qu'on vous dit « Ah ben non, en fait, il faut que vous alliez chez un médecin », je veux dire, tout ça, c'est de la théorie. Je veux dire, en pratique, 100% des femmes en France veulent pouvoir avoir accès de manière beaucoup plus rapide, quand elles ont des douleurs, aux médicaments qui va leur... Donc, le fait d'avoir des choses qui sont protocolisées et de manière facile, directe, etc., c'est une évidence. Et donc, c'est la raison... Enfin, je veux dire, le législateur, il n'invente pas des choses dingues. Le législateur, il part du constat que les gens sur son territoire, la population, ils représentent les citoyens. Et donc, ce qu'il propose, ça va quand même... Alors, c'est pas toujours concerté, c'est pas toujours machin, etc., mais à la fin des fins, ça dit quand même quelque chose de l'état d'esprit de la population. Et on est là quand même pour soutenir ce que dit voilà. En tout cas, pour répondre aux besoins de la population. Et je termine sur le PLFSS. Je termine sur le PLFSS. Je pense qu'il faut effectivement... mais on en est tous conscients qu'on est dans un contexte politique particulier parce que c'est un contexte de majorité relative et donc les textes financiers sont votés dans des conditions particulières. Je pense que du coup ça a eu un impact sur les discussions conventionnelles. On peut pleurer sur la situation. Je pense qu'il faut considérer que c'est une contingence extérieure qui est ce qu'elle est et il faut qu'on arrive à faire du mieux possible compte tenu de ce contexte-là. Et pour terminer là-dessus, je pense que c'est très important aussi. Je pense que dans la vision qu'on a nous-mêmes de notre propre système de santé, on est très influencé par les prophéties autoréalisatrices négatives. Et donc le fait que tout le monde toute la journée dise que ça va mal, en fait, on finit tous par penser que ça va mal. Et donc il faut remettre un peu de positif. Et donc je vous invite à faire les prochains contrepoints de la santé sur tout ce qui va bien dans le système de santé. Voilà. Ça tombe bien parce qu'on va inviter le ministre de la Santé prochainement, donc on pourra voir tout ce qui est positif avec lui. Un mot de conclusion. Oui, je vais répondre très directement à la question qui est posée. Moi, je pense... Contrairement à nous, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je pense que le médecin ne peut pas être le chef d'orchestre de la santé. En revanche, je pense qu'il est effectivement le boss sur le parcours du patient. Pourquoi il ne peut pas être chef d'orchestre ? De façon assez simple. Parce que par construction, l'orchestre présuppose que le patient va venir écouter la symphonie. Or, la personne, elle ne fait pas forcément ça de nos jours. Elle s'adresse directement à l'un ou l'autre des solistes, que ce soit l'ORL, que ce soit le pharmacien, que ce soit le dermato, que ce soit le kiné, etc. Donc il faut apprendre, il faut vraiment révolutionner le métier de médecin traitant, parce qu'il faut qu'il apprenne une difficulté supplémentaire, c'est que les différents professionnels, soit l'ORL, soit le dermato, soit le pharmacien, soit le kiné, doivent lui rendre compte pour qu'il ait la vision globale. Il doit être le boss, en effet. Il doit prendre en charge son patient, en effet, parce que c'est lui qui a la vision globale, mais il ne peut pas être le chef d'orchestre parce que le patient a changé et le patient s'adresse maintenant à n'importe lequel des acteurs de l'équipe. Il ne va plus, il n'écoute plus, il ne va plus voir sa symphonie. C'est la notion d'accès direct, d'ailleurs, qui a suscité quelques débats. Conclusion et remerciements, Pascal. Merci. Ce débat a été effectivement riche, pédagogique. Je vous souhaite bon courage, malgré tout. Sur la convention et le PLFSS. Sur le PLFSS. Merci aux équipes, Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T, Nathan, la veille des acteurs de la santé, LDC Santé et Hortus. Merci à nos partenaires BVA, le groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Et nous aurons bientôt un prochain ou une prochaine
invités. Nous avons été contents de passer cette heure avec vous. Merci, bon retour. Merci madame, merci messieurs.